Mec, Bonjour Bruno Galras. Jérôme, on va se tutoyer, on se connaît depuis de nombreuses années maintenant, même si tu es loin des yeux, en tout cas tu n'es pas loin du cœur. La preuve, hein, puisque on fait cette interview. Jérôme, tu étais directeur à l'EPNAC à Limoges, tu es directeur aujourd'hui territorial de l'EPNAC Guyane. Déjà, qu'est-ce que c'est l'EPNAC et qu'est-ce que ça représente l'EPNAC en Guyane? Donc effectivement Bruno, on peut se tutoyer, c'est avec grand plaisir d'ailleurs de te retrouver à 7000 km de tes locaux. L'EPNAC, c'est un établissement public national qui a pour vocation d'aider, d'accueillir les personnes en situation de handicap ou les situations les plus éloignées d'une situation classique. En Guyane particulièrement, nous avons mis en place et développé une plateforme d'accompagnement, d'orientation, de formation et d'insertion professionnelle. On est là en fait pour essayer de favoriser des parcours cohérents, sans rupture, avec des prestations modulables qui vont reposer en fait sur des organisations souples et surtout ouvertes sur l'extérieur. Quand tu dis ouverte sur l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire favoriser un maximum le droit commun, c'est ça pour les gens qui connaissent pas trop le champ du handicap? Exactement, on s'appuie en fait sur des organismes de formation existants, dits de droit commun dans notre jargon, de façon en fait à travailler le champ social, le champ de la formation, mais aussi l'accompagnement individualisé, puisqu'en fait chaque personne est différente et a des besoins différents. Et donc on va s'appuyer sur des ressources extérieures en fonction de ces besoins-là. Et ces ressources externes sont des organismes de droit commun, des associations de droit commun, des organismes de formation de droit commun, et j'en ai sûrement que j'oublie dans cet Si, échantillon. si je comprends bien, c'est que tu n'as pas de formation en propre dans des locaux, c'est-à-dire que ton accompagnement qui relève, hein, tu me rattrapes si je me trompe, du champ du médico-social et de la formation, vient en appui, vient étayer des formations de droit commun, des dispositifs de droit Alors, commun. ouais, je vais Vas-y. le modérer un petit peu. En fait, nous travaillons de la remobilisation au sein de notre structure. On travaille sur de la remise à niveau au sein de notre structure. On travaille sur le projet professionnel. On travaille aussi sur le FLI et le FLE, qui sont les Oui. dispositifs de langue étrangère et de langue d'intégration. Hum. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Toutes les formations diplômantes ou qualifiantes, on va les faire à l'extérieur et avec des partenaires extérieurs. D'accord. On a un double financement ARS et collectivité territoriale guyanaise, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir également porter une formation sur le territoire qui n'existerait pas et pour lequel il y aurait des vrais besoins et que nous pourrions nous mobiliser pour la population guyanaise. D'accord, c'est intéressant parce que, en tout cas sur le territoire ici, ça n'existe pas tout à fait de cette façon-là. Euh, Quand la crise sanitaire est arrivée, est-ce qu'elle est arrivée avec le même impact que en métropole, je dirais, en sachant que ben toi, j'allais dire, tu as une double responsabilité. Tu as à la fois la responsabilité du centre de formation ou de directeur territorial, et puis la responsabilité des personnes les plus fragiles pour lesquels il faut avoir une attention toute particulière. Oui, effectivement. Alors, c'est arrivé avec la même. En tous les cas, ça arrive par le même biais. Essentiellement, les cas que nous avons sont des cas importés de métropole vers la Guyane. Nous, en Guyane, nous venons de passer au stade 2. Donc, tu vois qu'il y a un décalage, D'accord. malgré tout, de l'évolution de la situation par rapport à la métropole. Pour autant, nous avons appliqué les mêmes consignes de confinement que la métropole dès le départ. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'évolution de l'épidémie est aussi bien maîtrisée, j'ai envie de le dire comme ça, sur la Guyane, puisque le confinement est arrivé bien plus tôt qu'en métropole, D'accord. à situation comparable. Donc ça veut dire que assez rapidement, j'imagine que beaucoup de formations ou d'actions en présentiel se sont arrêtées. Exactement. En fait, on a eu exactement les mêmes prérequis à mettre en œuvre pour assurer de la formation à distance. Alors, moi, je m'appuie sur une équipe pluridisciplinaire avec une formatrice, évidemment, une infirmière qui, tous les jours, en fait, fait un suivi par téléphone de l'ensemble des stagiaires que nous accompagnons, une référente de parcours
qui, elle, en plus du suivi médico-psychosocial que fait l'infirmière, assure l'aspect logistique. Logistique sur des repas, par exemple, sur des personnes qui sont en grande vulnérabilité, avec les prestataires comme les CCAS sur Rémy-Montjoly. Assure aussi une partie logistique pour des personnes qui n'auraient pas Internet ou qui auraient un réseau qui est assez inégal sur le territoire de Guyane, et pour lequel, en fait, nous imprimons tous les supports et nous leur amenons à domicile. Et on fait ça autant que faire se peut, pour favoriser et maintenir toujours le lien et social et médical, sans couper le cordon de la formation, de la remise à niveau que nous sommes en train de travailler avec eux. L'infrastructure, j'imagine, elle est vraiment très différente. Je parle de l'infrastructure numérique, hein, qui ici permet à tous les organismes, hein, grosso modo, de continuer je dirais quasi normalement, les accompagnements pédagogiques. En Guyane, c'est sans doute un petit peu plus compliqué. Alors c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on a la chance d'avoir une collectivité territoriale qui a investi lourdement sur la transformation du numérique en Guyane. J'en veux pour preuve significative la télémédecine, qui est un vrai succès dans cette période de crise sanitaire, où la télémédecine est en œuvre aujourd'hui en Guyane, grâce aussi à tous ces efforts et ces investissements faits entre la CTG et les deux opérateurs qui sont Orange et Digicel. Alors on est dans une période... Pardon, vas-y. Mais néanmoins, il y a encore des zones qui ne sont pas couvertes. Et alors là, je parle du littoral, mais quand on va sur les territoires un peu plus reculés, c'est d'autant plus compliqué à suivre cette mise en œuvre du numérique. Bien sûr. On est dans une période d'autant plus particulière pour des activités comme les tiennes, qu'on arrive à la fois sur des périodes d'examen ou de fin de formation et à la fois sur la période de recrutement. Ma question, elle va être double. C'est premièrement, comment l'EPNAC et toi, vous envisagez ça jusqu'à présent. Et puis hier, on a appris hier soir le prolongement de la période de confinement jusqu'au 11 mai. Donc, c'est le deuxième effet. Comment tu envisages tout ça? Alors, pour la première partie de réponse sur les examens, pour l'instant, comme on le disait, on vient de créer cette plateforme. Donc, je n'ai pas encore de stagiaires qui sont inscrits dans un dispositif de formation les amenant à passer un examen là cette année. Donc, j'ai cette chance-là d'être arrivé peut-être un peu trop tôt ou bien en phase avec ce qui est en train de se passer. En revanche, nous sommes sur un modèle de plateforme. Donc, comme tu le disais à juste titre, c'est un peu différent de ce qui se passe en métropole sur les CRP. En tous les cas, c'est la réforme qui est en train d'être mise en œuvre en métropole. Et cette notion de plateforme me permet de faire des entrées et sorties quasiment permanentes. D'accord. Donc, je n'ai pas de vague de recrutement en septembre pour caler un dispositif de formation. Moi, j'ai des stagiaires qui arrivent au fil de l'eau en fonction des notifications de MDPH. Et c'est pour cela qu'on a signé une convention dès le départ avec la MDPH pour faire partie des équipes pluridisciplinaires. Et du coup, on aide les EP de la MDPH à orienter les différents profils sur l'ensemble des dispositifs du territoire. C'est-à-dire qu'on est bien là en concertation avec une autre association qui porte l'emploi accompagné, par exemple, et on oriente en EP d'une façon la plus logique possible le parcours de l'usager pour sécuriser la totalité de son parcours et pas uniquement le prisme de l'insertion pro. Alors c'est vrai que par rapport au CRP qu'on a l'habitude de connaître, ça semble beaucoup moins figé. On est beaucoup plus dans un accompagnement de parcours, sans d'ailleurs critiquer l'un ou l'autre, hein, mais c'est juste à titre de comparaison de structuration pédagogique. On est plus dans comme tu le dis, un accompagnement au fil de l'eau que sur des cursus qui sont relativement figés dans le temps, mais qui ont toute leur raison d'être aussi, j'imagine, sur certaines formations. Exactement. Et on a eu deux cas, hein. On a 2 stagiaires que nous avons coordonnés avec la Guyane, donc avec MDPH Guyane, notre partenaire, et un CRP EPNAC à Soisy-sur-Seine et l'autre à Lyon, pour des formations niveau Bac+2 sur des dispositifs en Île-de-France et Lyon, donc pour des stagiaires qui sont issus du territoire guyanais et accompagnés sur le versant médico-psychosocial par des équipes métro. Une dernière question, Jérôme, l'EPNAC, c'est partout, hein, partout en France aussi, en Nouvelle-Aquitaine notamment. J'imagine que tu as des contacts
Ben, tu peux leur dire, hein, d'ailleurs, de me contacter. On fera une vidéo avec plaisir. Comment l'EPNAC gère en métropole et notamment en Nouvelle-Aquitaine cette crise. Alors effectivement, on est un petit peu partout. Il faut rester très humble puisque l'EPNAC, et même si c'est un établissement public et un acteur somme toute modeste sur le champ du handicap, on est le deuxième opérateur sur la réadaptation professionnelle. Nous avons une cellule de crise nationale qui regroupe les directeurs territoriaux, qui regroupe également, bien évidemment, les services support RH, financiers, communication, évidemment. Et cette cellule de crise nationale, en fait, on la duplique tous à nos échelles, donc sur les territoires et sur les unités. C'est-à-dire que tous les jours, on assure une communication et un plan d'action coordonné au national, relayé sur les territoires jusqu'aux professionnels de chacune des unités. Et ce flux d'informations et ce canal d'information, il est essentiel puisqu'il va dans les deux sens. C'est-à-dire que le fait d'avoir un comité national nous permet aussi de remonter du terrain les différentes problématiques et ainsi on peut nourrir en fait les uns et les autres de ce qui se passe sur chacun de nos territoires et qui peut apporter cette plus-value, cette anticipation-là pour la gestion de la crise à titre individuel. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Jérôme, hein, merci pour ce témoignage. Ce canal est le tien, hein, si à un moment donné tu as des choses à amener, des remarques à faire, des témoignages, eh bien écoute, on te recevra avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Et toi, je sais que tu vas garder le soleil. Nous, il y a des chances que ça s'arrête bientôt. À bientôt Jérôme. À très bientôt, merci Bruno.